Alors effectivement, je vais commencer aujourd'hui par réagir aux réactions de la semaine dernière, une semaine de réflexion, de doutes et de questions. Donc tout n'est pas clair dans ma tête, mais c'est... je dirais que c'est la principale caractérisation de l'état mental d'un chercheur, c'est que tout n'est pas clair dans sa tête. Et en fait, peu de choses sont vraiment claires dans sa tête. Donc le point que je voudrais reprendre tranquillement, ces histoires de C1 pour bien vous montrer les difficultés. Alors il y a quelque chose qui est très paradoxal, c'est qu'il n'y a aucune difficulté pour définir Lipschitz. Donc, aucune difficulté pour dire, et je vais en profiter parce que ça me servira dans le cours ce matin, pour dire que, bien entendu, on peut avoir une notion de Lipschitz avec la distance de Monch-Kantorowicz, Wasserstein, enfin les bonnes distances d'ordre 2, et je reviendrai, mais que l'on peut aussi avoir, donc ça c'est ce qu'on aurait envie. Si on voulait des notations, on dirait C01 et C01, et puis on pourrait mettre un petit 2 ici, pour bien préciser de quelle distance il s'agit. Et en fait, est très utile pour les équations d'Hamilton-Jacobi, et j'en parlerai ce matin, d'introduire aussi les fonctions lipschitziennes pour la distance d'ordre 1, réellement de Monch-Kantorowicz. Et donc ça, c'est typiquement ce que j'aurais envie de noter C01. Et j'introduirai des notations barbares du style C11, ce qui voudra dire qu'on est C12 pour la distance 2 et C01 pour la distance 1. Alors ça sera très utile. Ça, c'est un espace qui sera très très utile pour les équations de Hamilton-Jacobi. Parce que d'une certaine manière, et on va le comprendre, toujours ces histoires dans l'espace de mesure de proba, on est un peu perplexe, mais quand on projettera dans Rn, on comprendra beaucoup mieux, de quoi il s'agit. Alors, de structure différenciable, c'est déjà le bazar avec la distance 2, mais avec la distance 1 qui est hautement non différenciable, là, c'est à se demander même si on peut réellement avoir une notion qui ait du sens et trouver d'autres choses que des fonctions linéaires. Donc là, il y a assez naturellement le C1, c'est pour des distances qui ont une certaine régularité et encore pas tant que ça, comme je vais vous l'expliquer dans un instant. Donc c'est vraiment des P strictement plus grands que 1, mais P égale 1, bon, à manipuler avec prudence. Et de toute façon, en plus, on n'en a vraiment pas besoin dans les applications que j'ai en tête. Alors, tout ceci, je reviens donc un petit peu en arrière, tout ceci, en termes, si on projette et qu'on introduit de manière générale un de x qui est égal à u de 1 sur n somme de delta xi, eh bien, si on introduit donc ceci, ceci est équivalent à écrire la même chose avec les distances associées, et ceci est totalement équivalent à écrire que dans le premier cas, pour 1, c'est équivalent à dire que n fois la somme de i égale 1 à n, les gradients xi de un en x, norme au carré, est inférieur à C0, et 2 est équivalent à dire quelque chose de plus précis, donc ceci, ce sont des choses qu'on avait déjà vues, à dire que chacun des gradients xi de un, par rapport à tous les x, est majoré par C0 sur n. Alors vous voyez bien que l'un entraîne l'autre, ça c'est les forces respectives des distances. Les forces respectives des distances, le fait que D1 soit plus petit que D2, oui, D1 soit plus petit que D2, entraîne bien entendu que le caractère lipschitzien ici est plus restrictif que le caractère lipschitzien pour 2. C'est une inégalité de Cauchy-Schwarz et je reviendrai aux définitions dans un instant. Et donc, évidemment, être Lipschitz, c'est demander plus. Vous voyez que c'est une borne ponctuelle. Et ça, cela voudra dire, entre guillemets, qu'on a une différentielle. Et vous avez bien vu que j'évite de définir une différentielle qui a un objet qui est borné. Grosso modo, pour éclairer ma lanterne,
Ici, si on a des fonctions lipschitziennes comme ceci, on pourra définir un Hamiltonien quelconque. Si on a des fonctions lipschitziennes comme ceci, on ne pourra définir que des Hamiltoniens sous-quadratiques. Donc, et ça, pour les applications, on a besoin de à peu près tous les Hamiltoniens en termes d'équations d'Hamilton-Jacobi. Bien. Alors, dans les exemples, évidemment, c'est quelque chose qui se vérifie facilement. Alors, donc, retour sur C1. Donc, la manière de définir C1, c'est qu'on projette de U de M, on définit UN, et ma définition de fonction C1, ce qui permet ensuite de parler de fonction différenciable, et de faire un développement limité d'ordre 1, donc il faut que UN soit C1 sur Q puissance N, et de dire c'est gradient UN de x scalaire y moins x, le gradient total, les points x et y ce sont des points de RD à la puissance n, et de demander à ce que ceci soit plus petit qu'un petit taux uniforme de y moins x, c'est-à-dire un 1 sur n, donc toujours je slash les sommes pour dire que on est en train de regarder 1 sur n, la somme des yi moins xi au carré, le taux 1,5, et un certain oméga, un petit reste, un petit taux, qui est uniforme par rapport à n et au point considéré. Toujours pareil, là je simplifie un tout petit peu, qu'on mette le 1,5 ou pas, ça ne change rien, puisque c'est simplement une fonction qui tend vers 0. Alors, on peut définir C1 alpha de la même manière, pas de difficulté. Je vous signale en remarque une autre formulation équivalente de ceci. C'est bonjour les exercices de calcul différentiel préhistorique. C'est de... je ne pense pas vouloir vous montrer ceci. D'ailleurs, vous pouvez oublier les scaling en Inde et vous poser ces questions sur les fonctions C1, c'est de dire c'est la règle du point médian. Donc si vous regardez 1 demi de UN de Y plus 1 demi de UN de X moins UN de X plus Y sur 2, eh bien, vous voulez que ceci soit un petit taux de uniforme de x moins y, et donc ceci est inférieur ou égal à bien la même quantité qui est ici. Alors ça, c'est une caractérisation des fonctions C1. C'est une fonction et C1 si et seulement si on a ça. Bon, ce n'est pas tout à fait évident d'ailleurs à démontrer ce genre de choses. C'est du calcul différentiel classique. Donc vous pouvez omettre les n, etc. Vous voyez bien que lorsque c'est d'ordre 2, c'est réellement dire que la fonction est C1. Hein. Et si vous avez un petit taux de y moins x, c'est vraiment dire que la fonction est C1. Si vous dites que c'est un grand taux de x moins y, ça n'entraîne pas Lipschitz. C'est un truc un tout petit peu plus faible que Lipschitz. Bon, ça se démontre, ce genre de choses. Hein. Oui? Attends, là je suis à C1. Hein. C1, ça va venir. Ah, en disant que le oméga de t, c'est t. Oui. D'accord. Enfin, racine de t, parce que j'ai mis le somme de... Hein. Est-ce que tu peux relier ça, tu peux définir avec des deux notions de semi-convexité? C'est tout la même chose. C'est tout la même chose. D'accord? Alors là, il y a une petite... alors, donc ça, c'est une définition agréable, facilement vérifiable. Je prends des polynômes, je teste, je regarde, en 10 secondes, on voit si c'est C1 ou pas. Le dernier point présente effectivement l'avantage de s'affranchir complètement, de définir des gradients. Donc la première question qui était apparue à la fin du cours, c'était de comprendre un tout petit peu le caractère intrinsèque de cette définition sur l'espace des probas. Bon, donc ça, on va y venir. Et ça, sur ce petit exercice de calcul différentiel, je veux faire un certain nombre de choses. S'il me reste un peu de temps en fin de cours, je
je vous ferai la démonstration de ces équivalences à n fixé, puisqu'après, il faut simplement regarder que tout dépend bien, comme il faut, des différentes coordonnées. Bien. Alors, donc les ennuis, et vous allez comprendre que ces ennuis, on va les retrouver lorsqu'on va vouloir définir des Hamiltoniens, les ennuis se produisent lorsqu'on veut essayer de raisonner de manière intrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire on ne veut pas se servir de ces projections, et pour ça, il faut un peu revenir, faire un petit retour en arrière sur ce qu'est cette foutue distance de Monch-Kantorowicz-Wasserstein dans le cas 2. Alors, j'aime bien la formulation probabiliste qui consiste à dire E de x moins y carré sur toutes les lois jointes, donc sur tous les couples de variables aléatoires, tels que la loi de x soit M1 et la loi de y soit M2. Alors, des analystes, face à une formule comme ça, s'empressent de traduire ça avec des mesures de proba et des doubles intégrales de x moins y carré et un m de xy, un dm de xy. Bon. Si on est statisticien, on ne regarde pas du tout cette expression de la même manière. Enfin, tout est dans tout. Mais on introduit, et je voudrais vous mentionner cela, on introduit la notion de copula en anglais, de copule, de couplage, mais en fait, en statistique, on parle de copula, qui sont en fait des fonctions. Alors, on va faire simple, on va faire comme si on était en dimension 1, mais on prend l'ensemble des valeurs de grand X et grand Y sont à valeur, évidemment, dans le cube, donc c'est fondamentalement des fonctions qui sont de 0,1 d croix 0,1 d à valeur dans 0,1, qui ont un certain nombre de propriétés de croissance par rapport à chacune de leurs coordonnées. Donc, ce sont des fonctions croissantes. Et croissantes par rapport à des vecteurs, c'est vraiment croissante au sens de l'ordre partiel, croissant par rapport à chacun des UI. Tel que C de 1 et de V soit V. Non, je vous dis des bêtises, je vais le faire en dimension 1 pour que les choses soient beaucoup plus simples. Donc c'est croissant en U, croissant en V. Oui. Et c'est toujours ça. Non, mais j'ai des bêtises. C'est toujours de 0,1, croix 0,1 à valeur dans 0,1. C'est croissant en U, croissant en V. C de 1 et de V est égal à V. C de U et de 1 est égal à 1. Ça, c'est pour coupler deux variables est égal à U. C'est pour coupler deux variables aléatoires. Et le couplage, la loi jointe, comment on va la décrire? Eh bien, on va la décrire en disant que la probabilité que grand X soit plus petit que X, tout ceci peut être vectoriel, c'est-à-dire que chacun des xi est inférieur à xi, chacun des yi est inférieur à yi, et est égal à cette fonction de couplage dans lequel on injecte p de x plus petit que x et fonction de répartition p de y plus petit que y. Bon. Alors, mine de rien, c'est rien, c'est une notation, ces copules. Mais ça, c'est quelque chose dont les statisticiens se servent beaucoup pour justement, à partir de lois individuelles, définir des lois jointes. Éventuellement, d'ailleurs, dépendant d'un paramètre que l'on peut ensuite estimer en pratique. Cela sert beaucoup dans la pratique financière, en ingénierie financière, où parfois les corrélations sont très difficiles à estimer, donc on les présuppose dans certaines formes. Donc on parle de copules gaussiens. Le copule gaussien, c'est ce que l'on obtient lorsque l'on suppose que x et y, ou les copules gaussiens, il y a quelques paramètres, eh bien les copules gaussiens sont les copules que l'on obtient ce sont les fonctions C, lorsque l'on injecte x et y gaussiennes. Ça définit une fonction C, et ensuite on peut prendre des lois non gaussiennes et prendre un copule gaussien de ces lois non gaussiennes. Donc ça, c'est un jeu, entre guillemets, très utile, parce que c'est une manière
c'est une manière explicite de créer des dépendances, de créer une loi commune. Et donc on peut reparamétrer ceci comme étant un problème purement de détermination d'un copule optimal. Alors, ces copules ont énormément de propriétés. Lorsqu'on prend un processus de diffusion, c'est-à-dire des lois qui correspondent à des équations de Fokker-Planck, et que vous regardez les copules que l'on obtient entre les coordonnées, eh bien, eux-mêmes vérifient des équations de diffusion. Ce sont des observations que l'on a faites avec Marek Musiela. Bon, il y a pas mal de structures là-dedans. Bon, quelques exemples de copules. Le copule indépendant, c'est C de UV égale, bien entendu, UV. Ça, c'est l'indépendance. Le copule est invariant par changement de fonction croissante. Ça laisse les copules invariants. Donc c'est une notion de couplage, de corrélation, qui est invariante par non-linéarité croissante, ce qui est quand même beaucoup mieux que les notions de covariance, qui sont des notions linéaires. Donc, dire que Y et X sont tous les deux une fonction croissante l'un de l'autre, ou dire dans un sens avec éventuellement des problèmes de discontinuité et de choses comme ça, ou dire que elles sont égales, c'est le même copule. Et donc, le couplage de X et Y, qui sont tous les deux des fonctions croissantes d'une même variable aléatoire, ou Y fonction croissante de X, etc., ça correspond au copule de X et de X, et ça, c'est C de UV égale le minimum de U et de V. Bon, ça pourquoi? C'est parce que si vous pensez Y égale X, vous êtes en train de regarder la probabilité que grand X soit plus petit que X et que grand X soit plus petit que Y, c'est-à-dire que grand X soit plus petit que le minimum de X et de Y. Si c'est le minimum de X et de Y, ben c'est évidemment le minimum de ces deux expressions. Alors, vous voyez bien aussi que dans ces histoires de lois, et là, automatiquement, dans ces formules, on gère le fait que les marginales sont les bonnes. C'est automatique à travers ces deux copules. Donc, ça devient un problème qui n'a pas exactement les mêmes contraintes. Les contraintes sont évidemment cachées là. Alors, c'est un ensemble convexe, évidemment, comme l'ensemble des lois jointes. C'est une reformulation du problème. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Alors, donc ça c'est une petite remarque agréable, mais ce point de vue des copules qui est extrêmement développé en finance quantitative, et je dirais même plus qu'en finance quantitative, c'est en ingénierie financière, c'est-à-dire les gens s'en servent réellement dans des situations complexes, qui est traditionnel en statistique. Alors il y a le copule du student, etc., etc. Enfin, il y a toutes les distributions qui leur permettent de créer des couplages avec certaines queues comme ils les sentent. Donc c'est très opérationnellement assez facile à manipuler. Bon, autrement ça ne change pas grand-chose. Si vous voulez rester avec vos doubles intégrales et avec les mesures de x, y, moi ça ne me dérange pas. Tout est pareil. Mais ça gomme un certain nombre de difficultés d'écriture parce que tout est remonté aux fonctions de distribution. Et en plus, on a une structure d'ordre assez naturelle. C'est-à-dire que parler de la comparaison de copules, au sens dire un copule est plus petit que l'autre, ça a parfaitement un sens. Dire qu'une loi jointe est plus petite que l'autre, ce n'est pas possible, parce que c'est des mesures de proba. Donc sur les mesures de proba, on n'a pas de relation d'ordre. Sur les fonctions de répartition, on en a. C'est ce que je suis en train de dire. On peut dire qu'une fonction de répartition est plus petite l'une que l'autre. Donc ça, les principes de comparaison, ce n'est pas inutile. Alors, comme application de ça, une remarque, donc tout ça c'est une remarque préliminaire, c'est que la dimension 1 joue un rôle très particulier dans ces distances. Alors on peut le voir de 36 manières différentes. On peut le voir en disant, si je suis en discret, on sait bien que lorsqu'on développe ce carré, x2, il est complètement identifié, puisqu'on connaît la loi de grand X. y2, il est complètement identifié. Et donc on est amené fondamentalement à minimiser moins e de xy, c'est-à-dire à maximiser
E de xy. Si on est en discret, si on fait la projection, si on a des mesures atomiques avec tous les poids égaux, ça revient donc à maximiser 1 sur n de somme des xi, yi. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est minimiser, ou maximiser, pardon, la somme des xi, y de sigma de i sur toutes les permutations. Bon, ça, il y a des inégalités bien connues de réarrangement. On sait que la manière optimale d'écrire ceci, c'est de ranger tous les xi en ordre croissant et tous les yi en ordre croissant. Alors, je ne suis pas en train de parler d'unicité, je suis simplement en train de dire que ce qui est optimal, c'est de faire ça. Ensuite, il peut y avoir des phénomènes de dégénérescence, c'est-à-dire de plusieurs x qui sont égaux, qui font que les permutations en elles-mêmes ne sont pas égales. Donc cela veut dire qu'en tout cas, au niveau discret, on sait a priori calculer la distance de Wasserstein en dimension 1, simplement en les écrivant de manière croissante. Et évidemment, c'est relié à ce que je vous disais à propos de... On regarde sur cet ensemble ce qui se passe, et puis après, on reflète, etc. Ça, en dimension 1, il n'y a rien d'autre. Alors ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on les a réécrits de manière croissante, mais si on les réécrit tous de la même manière croissante, ça veut dire que le copule optimal en dimension 1, quelles que soient les lois, c'est C0 de U et de V. Optimal, quelles que soient les lois. M1, M2. Alors, on peut le déduire de ces inégalités de rangement en passant à la limite en disant, bon, OK, au moins, il y a celui-là qui est optimal. Il y a une manière beaucoup plus simple de le voir, et qui est valable qu'en dimension 1. C'est réécrivons, maintenant, comme tous les analystes l'aiment bien, réécrivons l'espérance de x moins y pour un copule. Et puis, carrément, je vais faire l'intégrale, ou l'intégrale d'ailleurs de xy, puisqu'il s'agit de maximiser... Non, je vais mettre x moins y au carré. X moins y au carré, je ne mets pas de barre pour bien insister sur le fait qu'on est en dimension 1, et j'écris la loi jointe. La loi jointe, c'est quoi? Là, j'ai la fonction de répartition. Pour passer à la loi, je dois dériver 2 fois par rapport à x, et par rapport à petit x, et par rapport à y, formellement. Donc, je dérive 2 fois ceci par rapport à x et y. Ça veut donc dire que je vais avoir CUV de la probabilité que grand X soit plus petit que X, qui est simplement la primitive de M1, la probabilité que grand Y soit plus petit que Y, et fois M1, M2, et X et Y. Ou en d'autres termes, c'est quand même plus simple d'écrire les choses comme ça, c'est D2 sur DXY de C de P de grand X inférieur à X, P de grand Y inférieur à Y. Et puis, pour éviter des problèmes de divergence, je vais retrancher la même chose, moins C0. C'est-à-dire que je prends l'expression que je veux maximiser, je me doute que ceci est optimal, et je retranche la quantité pour un copule quelconque, et à un copule quelconque, je lui retranche celui dont je me doute qu'il est optimal. Bien. Et donc là, minimiser ceci ou minimiser cela sur tous les copules, c'est la même chose, puisque j'ai retranché une quantité fixe. Donc, je répète, D2 sur dx dy, pour avoir la loi, de la fonction de répartition jointe, pour un copule quelconque, moins le copule explicite, C0, P, et à nouveau, je rentre là-dedans, P de grand X est plus petit que X, P de grand Y plus petit que Y. Je fais l'intégration par partie sans me soucier, parce que dans le C moins C0, bah, tout s'annule sur les bords, c'est fait pour. Et donc, si je fais ça, j'en déduis que ceci, ça devient la minimisation sur C de moins. La double intégrale, lorsque je dérive x moins y au carré, bah, par rapport à xy, bah, je vais trouver 2, moins 2, hein, puisque je
dérive par rapport à x, x moins y, je dérive par rapport à y, enfin avec un 2, 2 fois x moins y, je dérive par rapport à y, moins 2. Et je récupère donc le copule C moins C0 en la fonction de répartition P de grand X plus petit que Y, P de grand Y plus petit que Y. dx, dy. Et je vois donc bien pourquoi C0 est optimal, parce que tout copule de par la croissance, si je prends un copule quelconque, C de UV, c'est une fonction croissante. Donc c'est d'une part majoré par C de 1 et de V, qui est égal à V. C'est aussi majoré par C de U et de 1, qui est égal à U. Donc C de UV est toujours plus petit que C0 de UV, qui est le minimum de U et de V. Donc voilà pourquoi on ne peut pas faire mieux. C'est une manière un peu bizarre de refaire les inégalités de réarrangement, mais voilà en 3 lignes pourquoi le copule optimal, c'est le copule de ce que l'on appelle une dépendance croissante. Donc là, il n'y a plus rien à dire. En dimension 1, on connaît le copule optimal, du coup on peut calculer la distance dans ce cas-là. Alors ça ne marche qu'en dimension 1. Cette technologie. Cette technologie ne fonctionne qu'en dimension 1, dans le sens où si on était en dimension supérieure, pour créer les lois en dimension 2, pour créer les lois jointes à partir de la fonction de répartition, il faudrait dériver par rapport à x1, par rapport à x2, par rapport jusqu'à xd, puis ensuite dériver par rapport à y1, dériver par rapport à yd, et là, ça devient inextricable. Bon. Et en fait, je pense que je l'affirme, ça ne peut être que vrai. Vous voyez qu'en dimension 1, il y a un seul mode de couplage pour ces distances de Monge-Cantor-Wasserstein. En dimension plus grande, il n'y en a pas qu'un seul. Quel que soit le couple de mesures, il va y avoir un copule qui va sortir, une loi jointe qui va sortir et qui est obtenu de manière beaucoup plus complexe. Il y a, à des dégénérescences triviales près, aussi une unicité. C'est-à-dire que la loi jointe optimale est unique. Ceci le montre. Puisque de toute façon, le C de P de X, le minimum ici, c'est 0. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y atteint qu'en C0, parce qu'il y a peut-être des trucs aberrants que l'on peut faire, mais le résultat final, c'est que là où ça compte, ça doit être égal. Et donc là où ça compte, c'est tout ce qui définit la loi jointe. Donc cet objet-là, de toute façon, il est unique. On récupère toujours la même chose, C ou C0. Donc loi jointe unique en dimension 1 et un mode optimal de couplage. En dimension supérieure, ce n'est pas le cas. Donc il y a vraiment une spécificité de la dimension 1, et elle est très simple, c'est qu'on a un ordre total en dimension 1. C'est les inégalités de réarrangement. Bon, alors ça c'était une petite parenthèse. Ce qui, bien entendu, simplifie énormément les choses en dimension 1. Je vous donne un autre corollaire de ceci. C'est que donc la structure de cette distance et la structure de l'espace des probas en dimension 1 est beaucoup plus plate en dimension 1 qu'en dimension plus grande. Donc toujours en dimension 1, vous en déduisez non, ça je ne peux pas encore parler de l'identité du parallélogramme, je ne sais pas ce que c'est un demi-point. Donc on en déduit l'identité je vais quand même le dire ici, l'identité du parallélogramme, identité du parallélogramme, qui est simplement en dimension, dans un espace euclidien qui consiste simplement à dire que x plus y sur 2 moins z au carré 1, ou sur 2n, si vous en avez envie, est égal, j'ai toujours un peu de mal, moi, avec cette identité, donc plus 1 demi, à mon avis, c'est 1 quart de x moins y au carré,
est égal à 1 demi de x moins z. J'essaye ça, puis je regarde si le compte est bon. Hein. Y moins z au carré. Alors, en z2, c'est pas bon. Donc là, c'est peut-être un quart. En x2 ici, ça ne va toujours pas. En x2, ça ne va toujours pas parce que là, j'en suis... c'est pas du tout le compte. Donc là, c'est 1. Je vais y arriver. Hein. Z2, c'est quand j'ai mis un quart, c'est là où je me suis trompé. Donc en Z2, j'en ai 1. Les doubles produits, ça marche. Et les x2, alors en x2, j'en ai un demi ici, et j'en ai un quart, c'est bon. Bon, ça, c'est la forte convexité de x2 réécrite explicitement, hein, comme vous le savez bien. Alors, cette identité du parallélogramme passe en dimension 1, toujours si d est égal à 1, avec la distance de Wasserstein, à condition de définir ce que c'est m1,5, qui est le point médian. Donc ça, j'y reviendrai dans un instant. Au carré, et ça, c'est au carré. Hein. Au carré, plus 1 demi ou un quart de d2 de m0 à m1, donc à définir, au carré, est égal à 1 demi de d2 de m0 à f, au carré, plus 1 demi de d2 de m1 à f au carré. Alors, pourquoi cette inégalité est vraie? C'est qu'effectivement, vous pouvez penser que vous approchez par des masses de Dirac, vous écrivez tout en ordre croissant et vous appliquez l'identité du parallélogramme. Donc, tout ça marche bien. Et ça, avoir un espace métrique dans lequel on ait ces identités du parallélogramme, c'est quand même très plat. C'est très euclidien. Mais ce n'est valable qu'en dimension 1. C'est faux en dimension supérieure. Bon. Alors, il y a des petites choses qui restent, mais pas de manière aussi propre. Je n'ai pas défini m1,5, ça va venir tout de suite parce que je vais en avoir besoin pour faire du calcul différentiel. Et enfin, dernière observation en dimension 1, parce que c'est quand même assez pratique lorsqu'on veut faire les calculs, c'est que vous voyez que d'une certaine manière, ces intégrations par partie, on peut les faire pour calculer la distance. Et si vous faites ces intégrations par partie, vous connaissez le couplage optimal, d2 de m1, m2. Si je note f et g, les fonctions de répartition, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à x, et à peu de choses près, j'espère pas me tromper, c'est grosso modo, ça doit être l'intégrale de 0 à 1 de f moins 1, c'est quoi d'ailleurs? C'est f moins 1 de u moins g moins 1 de u, le tout au carré du. Je dis pas de conneries, Guillaume, non? C'est quelque chose comme ça, hein? Bon. Donc ça se calcule relativement explicitement, où f est égal à l'intégrale de moins l'infini à x de m1, et g est égal à l'intégrale de moins l'infini à x de m2. Bon, j'ai quand même refait le calcul en réfléchissant cette semaine, je vais quand même vérifier, je ne voudrais quand même pas écrire des bêtises. Je fais le calcul, c'est pas pour ça que je vais le retrouver dans mes notes, hein, mais... Non, je ne le retrouve pas dans mes notes. Vous voyez, c'est bien ce que je craignais. Bon. Mais je pense que c'est correct. Alors ça, en dimension 1, c'est quand même quelque chose qui permet de faire pas mal de calculs, et les gens s'en sont servis abondamment chaque fois qu'ils voulaient manipuler les distances dites de Wasserstein dans des cadres d'équations dérivées partielles. Bon, alors ça c'est... ouais, donc ça c'est bon. Maintenant qu'on a tous ceci dans le
dans le background. Alors maintenant, en dimension D supérieure ou égale à D, l'unicité n'est pas vraie, mais l'existence est toujours vraie. C'est qu'il existe une loi de couplage, une loi optimale, P de XY. Et en général, elle n'est pas unique. Pourquoi? C'est simplement, c'est compact. Hein. On minimise une forme linéaire sur un convexe compact. D'ailleurs, génériquement, on sait qu'on va plutôt tomber sur des points extrémaux, on sait qu'on va avoir des phénomènes d'unicité. Tout ça, c'est de la programmation linéaire. Puisque c'est une forme linéaire par rapport à la loi. C'est l'intégrale double de x moins y au carré, p de xy, dx dy, si vous voulez. Bon, mais il y a des accidents de non-unicité, mais avec des couples de points. Si vous prenez une situation comme ceci, donc où ça sont les, ça c'est x1, ça c'est x2, ça c'est y1, ça c'est y2, justement un parallélogramme, le couplage que vous pouvez prendre c'est celui-ci, mais celui-ci est évidemment pareil. Donc voilà, deux couplages optimaux. Donc dès qu'on prend n égale à 2, mais qu'on est en dimension 2, hein, je dois me servir du plan, là il y a perte de l'unicité. Bon. Alors perte de l'unicité, c'est très embêtant. Parce que c'est très embêtant pour la régularité. Après tout, moi je vais faire des jeux d'épée. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça veut dire qu'en termes de régularité, il va y avoir des choses un peu différentes entre la dimension 1 et la dimension 2. Et donc, si on veut vraiment faire quelque chose, il va falloir s'affranchir. Je reviens petit à petit sur C1, donc tout ça, c'était une longue digression. Ah oui, sur cette loi optimale, ça, vous trouvez dans la littérature beaucoup de terminologie, d'ailleurs qui ne sont pas toujours, on parle de plan de transport optimal, de plan de transférence optimal et de plan de transfert optimal. D'accord? Donc moi je préfère parler de loi optimale, jointe. Ça c'est un détail, mais bon, peu importe, il faut que tout le monde soit d'accord sur... Non, plan de transport optimal, j'aime pas le mot plan là-dedans, mais enfin, peu importe, parce que géométriquement on peut le comprendre, mais que ce soit effectivement un couplage optimal ou du transport optimal, ça, ben, en revanche, on le comprend. Et c'est simple, transfert ou transférence, là c'est barbare. Surtout transférence, c'est en fait en anglais, c'est un néologisme. Bon. Alors, que voulais-je dire là-dessus? Oui. Des fonctions comme ça, on sent bien que c'est C infini. Mais ce n'est pas la distance de Monge-Kantorowicz-Wasserstein. La distance de Monge-Kantorowicz-Wasserstein, c'est prendre l'infimum. Je regarde, Y là-dedans est fixé. Hein, donc on pense que c'est MY, donc essentiellement fixé, ou convergent vers un certain M0, et je regarde maintenant les propriétés de cette fonction, d'ailleurs de 1,5 de D2, par rapport à la première variable, pour regarder ses propriétés de différentiabilité. Bon, bah vous avez un inf ici. Alors si l'inf il est atteint systématiquement de la même manière comme en dimension 1, c'est pas gênant. Mais en dimension plus grande, si comme vous le voyez avec le petit schéma que j'ai fait,
suivant la manière dont on va bouger un point, on va pouvoir basculer d'un certain mode d'étiquetage à un autre mode d'étiquetage. Et donc, vous allez créer le passage en X, vous allez créer un passage d'un sigma optimal à un autre sigma optimal. C'est-à-dire que vous allez créer à un moment donné l'inf de deux fonctions C1 qui ne se recollent pas. Vous créez un coin. Donc, la structure naturelle pour la distance de Wasserstein, on peut le regarder comme on veut, mais ça ne va pas vérifier ça. Ça ne va pas être d au carré, ne va hélas pas être une fonction C1, sauf éventuellement en dimension 1 en tordant un tout petit peu la définition. Et il n'y a rien à faire parce que c'est dans la nature des choses. Et que si on veut comprendre qu'est-ce que c'est la limite d'un objet comme ça quand n tend vers l'infini, ça converge vers D2 de M0. Si les xi sont, si la mesure empirique des xi converge faiblement vers M. En revanche, le premier objet va converger vers quoi? Eh bien, il va converger vers l'intégrale double de x moins y au carré, pi de xy dx pi de xy, où pi est maintenant une mesure sur q au carré, une mesure de proba sur q au carré, qui correspond à la limite des mesures empiriques xi, yi, les 1 sur n. Et bien entendu, l'inf sur les permutations qui est ici, à la limite, ça devient l'inf sur tous les modes de couplage, sur toutes les lois jointes. Donc vous voyez la cohérence quand n tend vers l'infini. Mais si vous doublez les variables, quand n tend vers l'infini, il faut prendre des mesures sur q au carré. En revanche, par minimisation, vous vous restreignez à un couple de mesures, les marginales, sur Q. Bon, donc l'affaire se corse un peu. Alors, donc attention à la régularité de ces distances. Alors, est-ce qu'on peut maintenant, avec toutes ces précautions en tête, est-ce que l'on peut parler de calcul différentiel ou, disons, de caractère C1 de manière intrinsèque sur l'espace des probas? Alors, on a envie de se dire, au fond, qu'est-ce que ça veut dire ce bazar-là? Ou ça, d'ailleurs. Donc, je vous avais dit, c'est là qu'on était parti dans une longue discussion sur les géodésiques, à la fin du cours dernier, parce que pour moi, géodésique signifiait quelque chose d'autre. Alors, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, effectivement, il n'y a pas d'unicité des géodésiques liant de mesures. Mais on a une notion faible au sens, une notion métrique de géodésique, qui est simplement obtenue par l'idée suivante. On prend construction classique, c'est McCann qui l'a fait la première, non, cette construction de géodésique? Qu'est-ce qu'il a observé pour la première fois, ça? Je ne sais plus. Ouais. Bon. Donc, on prend M0 et M1, deux mesures, puisque je vais vouloir remplacer Y par M1 et X par M0. Oh, pourquoi je note M0 et M1? C'est parce que comme ça, je vais pouvoir parler de M1,5 comme étant le point médian sur la géodésique. Associé à M0 et M1, j'ai un P optimal, donc, qui appartient aux mesures de proba sur Q au carré. J'en ai un, j'en ai même en général plusieurs. Quel que soit le P optimal, il définit une géodésique, qui est donc unique en dimension 1.
donc, que je vais noter mt, t variant de 0 à 1, la loi de mt étant simplement, enfin mt étant simplement la loi de ty plus 1 moins t grand x sous p, sous la mesure optimale. C'est-à-dire que les variables aléatoires sont jointes par une ligne droite. Effectivement, quand vous calculez distance, vous voyez bien ce qui se passe. Rappelez-vous, on est en train de regarder l'espérance de x moins y au carré. Ça, c'est la distance totale. Bon, mais maintenant, si de x, vous allez à tx plus 1 moins ty, vous calculez la distance, ben, qu'est-ce que vous trouvez? Ça fait d2. Oui, ça fait d de d au carré de m0, m1. Maintenant, si vous calculez, dire que mt c'est ça, quand vous voulez calculer d de m0, mt, vous faites quoi? Vous faites x moins ty plus 1 moins tx. Vous pouvez écrire ça avec des intégrales si vous préférez. Hein. Bon, vous voyez ce qui se passe, sauf erreur de calcul, ça vous fait t carré d carré de m0, m1. Et de la même manière, e de y moins ty plus 1 moins tx, ça fait 1 moins t au carré, d au carré de m0, m1. Et ça, comme c'est une loi jointe particulière couplant mt et x, c'est plus grand que d2 de d au carré de m0 à mt, et c'est plus grand que d carré de mt à m1. En d'autres termes, la distance de m0 à mt est plus petite que t fois la distance de m0 à m1. La distance de mt à m1 est plus petite que 1 moins t d de m0 à m1. L'inégalité triangulaire vous dit qu'il y a des égalités partout. Donc voilà pourquoi, effectivement, c'est une géodésique égale, inégalité donc supérieure ou égale, donc égale par inégalité triangulaire. En d'autres termes, vous avez bien que d de m0 à mt, c'est t fois d de m0 à m1, et que d de mt à m1, c'est 1 moins t fois d de m0 à m1. Donc vous êtes vraiment en train, métriquement, de décrire une géodésique. C'est tout bête. Donc on a une géodésique. On a une géodésique et on a donc des objets. On sait, modulo la connaissance du P, on sait obtenir quelque chose comme ceci. Alors donc on a envie de dire maintenant qu'une définition de C1 possible, mais que je n'aime pas et que je ne continue de ne pas aimer, et je vous expliquerai pourquoi, parce qu'à mon avis elle est inutilisable, c'est de dire que U de M1 moins U de M0. Alors l'analogue du gradient UN de x fois y moins x, c'est la limite quand t tend vers 0 plus, donc il faut qu'il y ait une sorte de dérivée directionnelle, il faut que la limite quand t tend vers 0 plus de u de mt moins u de m0 sur t existe. Bon, donc cette limite-là, je la mets ici, et je veux que tout ceci se majore par la distance de m0 à m1, oméga de d de m0 à m1. Alors, ce n'est pas très agréable. C'est pas très agréable, et puis tout de suite la question qui vient en tête, c'est, on va dire que c'est C1 en disant qu'on veut que cette propriété soit vraie pour une certaine, ou pour toutes. Plus le fait que si on veut vérifier quelque chose comme ça, je vous engage à essayer de vérifier avec ceci qu'une forme linéaire est C1. Ben, c'est déjà un exercice difficile. Ça se fait. Mais
par opposition à dire que 1 sur n, somme de phi de xi et C1 et donner des bornes, c'est quand même c'est un peu lourd. Alors bon, définition C1, moi je pense qu'il ne faut pas s'amuser, il faut dire quel que soit P. Ça peut se discuter. La raison pour laquelle c'est le quel que soit P, je vous l'explique, parce qu'à mon avis, il existe un P ou quel que soit P, c'est équivalent. Parce que ces objets, le seul objet qui dépend de P, il est là, et il va dépendre de manière linéaire de P, cet objet. Et donc, il y a plein d'endroits où les P sont optimaux, et par passage limite, on récupère les points extrémaux, donc par combinaison convexe. Donc, conjecture, et ça, j'ai vraiment pas envie de me taper cette démonstration, ça m'intéresse absolument pas. Le il existe et quel que soit sont équivalents. Et c'est parce que ça, c'est linéaire dans la... Donc, ça ne rajoute rien. Alors, c'est effectivement pas très facile à vérifier. Alors, fondamentalement, ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'on est en train de dériver U'. Dans quelle direction? Dans la direction, c'est pour ça que je vous avais parlé de M point de 0 la semaine dernière. Hein, c'est ça la direction. Ce M point de 0, quel est-il? Qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Quel est-il? Vous faites le calcul. Mt est donné par cette loi-là. Et vous faites le calcul et vous tombez sur le fait que M point de 0, c'est l'intégrale, c'est moins la divergence de l'intégrale de y moins x p de xy dy. J'écris comme si c'était divisé, voilà, c'est ça. Alors, je vais faire le calcul. Souvenez-vous que les directions de transport, c'est grosso modo donné par un moins divergence de Bm. Ce que l'on avait vu, c'est lorsqu'on transporte par un champ de vecteurs qui est B. Et qu'est-ce que c'est M ici? C'est M0, puisqu'on est au point. C'est là où on teste la différentielle. Et donc, ça correspond à un B qui est donné par l'intégrale de y moins x p de xy dy divisé par M, c'est la marginale, c'est p de xy dy. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le y moins x moyen sous la loi jointe. C'est le y moins x moyen sous la loi jointe. Donc, c'est en fait l'espérance conditionnelle de y sachant x moins petit x. Sous la loi jointe. Bon, c'est pas un objet très agréable, ce B. D'ailleurs, si M, c'est à des atomes, qu'est-ce que c'est? Parce que si M a des atomes, cette direction de transport, elle n'est pas super bien définie, parce que je suis en train de diviser par des masses de Dirac. Donc, oui, c'est M. Si M est une masse de Dirac, donc déjà, lorsque je remplace par une mesure empirique le B en question, on a quand même envie de dire que c'est les YI moins XI. Avec des règles que delta x1 ou delta xi divisé par la somme des delta xj, c'est 1 sur n. Ils ont tous les mêmes poids. Non, c'est 1. C'est 1. Donc vous voyez, on est en train de flotter un peu allègrement. Alors, on peut quand même reprojeter, et on peut se dire, à partir de cette définition que franchement je ne recommande pas,
Parce qu'en plus, il faudrait connaître tous les P, donc, trouver les P, c'est résoudre tous les problèmes de transport optimal, donc ça fait quand même beaucoup, c'est quand même un peu dur, par opposition à cette définition. On peut quand même essayer de la redescendre sur des choses vérifiables, c'est de la remettre à plat, de la remettre sur Q puissance n. Donc il y a deux points, deux possibilités, et effectivement, on arrive à ce moment-là à faire un lien avec d'autres définitions. Donc il y a des équivalences là-dedans, mais je ne veux pas perdre trop de temps, parce qu'en plus C1, c'est vraiment pas... Comme c'est plus simple de définir C1, ben C1, on le mettra un peu de côté. Mais c'est quand même bizarre d'avoir du mal à définir C1.